Avez-vous déjà réfléchi au coût d'une seule erreur? Dans la vie de tous les jours, cela peut être quelques centaines. Dans les affaires, des milliers. Et à Hollywood, une seule erreur peut coûter des centaines de millions de dollars et faire couler tout un studio. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des décisions désastreuses, des budgets astronomiques et des échecs colossaux. Je vais vous dévoiler les 20 erreurs les plus chères de l'histoire du cinéma, celles qui donnent encore des cheveux blancs aux producteurs. Préparez-vous, car certains chiffres vont véritablement vous laisser sans voix. Commençons notre liste avec un film dont le titre est devenu synonyme d'échec. Bien sûr, je parle de Waterworld, avec Kevin Costner. Sur le papier, tout semblait grandiose. Un monde post-apocalyptique entièrement recouvert d'eau et une star de premier plan dans le rôle principal. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Eh bien, absolument tout en fait. L'erreur majeure et la plus coûteuse fut la décision de construire les décors non pas dans un studio avec un bassin aquatique, mais en plein océan, au large des côtes hawaïennes. Les producteurs ont créé un atoll flottant géant, pesant 1000 tonnes. C'était incroyablement ambitieux et, comme l'expérience l'a montré, incroyablement imprudent. La nature a vite fait de rappeler qui était le maître. Un puissant ouragan s'est abattu sur le plateau de tournage et a purement et simplement coulé ce décor si coûteux. Il a fallu le récupérer des fonds marins et le restaurer. Cela a coûté des millions de dollars et a interrompu le tournage pendant des semaines. Les acteurs souffraient du mal de mer et le budget initialement de 100 millions a explosé pour atteindre la somme impensable de 175 millions. Waterworld fut une leçon cruelle pour Hollywood. Ne jamais défier l'océan, il gagne toujours, et vous ne ferez que perdre une fortune. Si Waterworld fut une leçon amère, notre prochain film a carrément signé l'arrêt de mort d'un studio entier. Découvrez L'île aux pirates. L'échec de ce film a été si monumental qu'il a été officiellement inscrit au livre Guinness des records comme le plus gros bid commercial de l'histoire. Et le mot est faible. Le studio Carolco Pictures, à qui l'on doit des films comme Terminator 2 et Rambo, a décidé d'investir près de 100 millions de dollars dans ce film d'aventure de pirates. Ils ont construit des navires grandeur nature et n'ont pas lésiné sur les effets spéciaux. Les problèmes ont commencé dès le début. Michael Douglas devait initialement incarner le rôle masculin principal, mais il a quitté le projet. Suite à cela, des dizaines d'autres acteurs se sont désistés. Finalement, le réalisateur Renny Harlin a confié le rôle principal à sa femme, Gina Davis. Un pari risqué. Les spectateurs n'ont tout simplement pas suivi. Pour un budget avoisinant les 100 millions, le film n'a récolté que 10 millions sur le sol américain. Les pertes furent si colossales que le studio Carolco a dû déclarer faillite. L'île aux pirates n'a pas seulement été un échec, il a carrément enterré le genre pirate pendant toute une décennie jusqu'à ce que Jack Sparrow ne lui rende sa gloire d'antan. Transportons-nous maintenant à l'âge d'or d'Hollywood, une époque où les déboires de production étaient parfois aussi grandioses que les films eux-mêmes. Évoquons un projet qui est resté dans les annales comme un enfer de production et a failli couler l'un des plus grands studios. Il s'agit bien sûr de Cléopâtre, le film de 1963 avec l'inimitable Elizabeth Taylor. À l'origine, ce devait être un simple film historique coûteux, doté d'un budget de 2 millions de dollars. Mais dans les faits, il est devenu un véritable gouffre financier. Tout d'abord, Elizabeth Taylor. Elle fut la première actrice de l'histoire à recevoir un cachet d'1 million de dollars. Mais ce n'était que le début. Le tournage a débuté à Londres, où, en raison d'une météo épouvantable et des maladies récurrentes de l'actrice, la production fut quasiment à l'arrêt. En fin de compte, une décision fatale fut prise, abandonner les plateaux londoniens et déménager sous le soleil de Rome, ce qui signifiait que tous les décors colossaux, les costumes et les accessoires devaient être recréés de zéro. L'ampleur du projet était colossale. Des dizaines de navires furent construits, des rues entières de la Rome antique furent reconstituées. Au final, le budget, initialement de 2 millions, explosa pour atteindre 44 millions de dollars. Avec l'inflation, cela représenterait aujourd'hui environ 400 millions de dollars. Le film a failli ruiner la 20th Century Fox, qui dut vendre ses actifs pour rester à flot. Plongeons dans l'univers de la fantasy,
où l'une des légendes japonaises les plus célèbres est devenue l'une des erreurs les plus coûteuses d'Hollywood. Il s'agit du film 47 Ronin avec Keanu Reeves. Le problème de ce film, c'est que le studio Universal n'arrivait pas à se décider jusqu'à la fin sur ce qu'il était vraiment en train de tourner. Était-ce une histoire d'honneur, de loyauté et de vengeance, ou un film d'action fantastique avec des dragons et des sorcières? Ils ont tenté de tout mélanger, et ce fut une catastrophe. À l'origine, le réalisateur Karl Ringe avait sa propre vision, plus sombre et plus authentique. Mais le studio a eu peur que le film ne soit trop japonais pour le public mondial. C'est alors que l'enfer de la production a commencé. Des reshoots interminables, un changement de monteur et une ingérence constante des producteurs. Le rôle de Keanu Reeves, qui était censé être plutôt secondaire, a été artificiellement gonflé pour en faire un rôle principal. On a ajouté plus d'effets spéciaux, plus de magie et une intrigue amoureuse inutile. Chacune de ces modifications a coûté des sommes colossales. Le budget, qui était déjà conséquent, a finalement grimpé à 225 millions de dollars. Le résultat fut un film qui n'a plu à personne. Il était trop étrange pour l'Occident et pas assez authentique pour l'Orient. C'est un exemple frappant de la façon dont tenter de plaire à tout le monde mène finalement à ne satisfaire personne. Parfois, l'erreur la plus coûteuse, c'est l'idée même d'un film. Imaginez une comédie, un film léger, amusant, parfait pour toute la famille. Maintenant, imaginez que cette comédie ait coûté plus cher que des blockbusters comme Transformers ou Iron Man. Ça vous paraît absurde? C'est pourtant exactement ce qui est arrivé avec le film Evan Tout-Puissant. C'était la suite du très populaire Bruce Tout-Puissant, mais cette fois, Steve Carell remplaçait Jim Carrey dans le rôle principal. L'idée était simple, son personnage recevait de Dieu la mission de construire une arche. Mais plutôt que d'utiliser des effets spéciaux numériques, le réalisateur a insisté pour que tout soit authentique. Pour le tournage, une arche de Noé gigantesque à taille réelle a été construite. Elle mesurait 140 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Le film a aussi fait appel à des centaines d'animaux réels. Ils ont été amenés par paires, logés, nourris et dressés. Des coûts absolument faramineux. La campagne marketing était également très agressive. Au final, le budget de cette comédie avec des animaux parlants a grimpé à 175 millions de dollars, auxquels il faut ajouter environ 40 millions pour la promotion. Le film n'a bien sûr pas été un échec total, mais il n'est pas non plus devenu un hit, couvrant à peine ses coûts de production. Le studio Universal a retenu la leçon. Construire une véritable arche pour une comédie, c'est une blague très très coûteuse. Voici un cas d'école emblématique qui montre comment on peut dépenser un quart de milliard de dollars pour produire un film, mais rater totalement sa promotion. Son nom, John Carter. C'était le projet de rêve de Disney, censé lancer une nouvelle franchise épique dans la veine de Star Wars ou de Avatar. Basé sur les romans classiques d'Edgar Rice Burroughs, le film bénéficiait d'un matériel de base très riche. La production fut colossale. Le budget s'élevait à la somme faramineuse de 250 millions de dollars, auxquels s'ajoutaient environ 100 millions de dollars en marketing. Mais c'est précisément là que les problèmes ont commencé. La campagne publicitaire fut étonnamment terne et confuse. Dès les bandes annonces, il était absolument impossible de comprendre de quoi parlait ce film. Qui est John Carter? Pourquoi est-il sur Mars? Pourquoi a-t-il des super-pouvoirs? Disney n'a jamais réussi à communiquer clairement le concept de base au public. Pire encore, ils ont inexplicablement supprimé le mot « Mars » du titre, craignant que cela n'effraie le public féminin après l'échec d'un autre film, Martien. Finalement, les spectateurs n'ont tout simplement pas compris l'intérêt d'aller voir le film et l'ont boudé. John Carter a coûté à Disney près de 200 millions de dollars en pertes et est resté comme l'une des erreurs marketing les plus retentissantes de l'histoire. Passons maintenant à un film qui n'a pas seulement été un désastre financier, mais a littéralement transformé Hollywood. Son titre est devenu emblématique, synonyme d'excès directorial et de manque de clairvoyance des studios. Il s'agit de La Porte du Paradis, de Michael Cimino, sorti en 1980. Cimino venait de remporter un Oscar pour Voyage au bout de l'enfer,
et jouissait d'un blanc-seing total de la part des studios United Artists. Il a décidé de réaliser un western épique. Initialement, le budget était de 11 millions de dollars et le montage devait durer 1 heure et demie, mais le réalisateur a rapidement perdu le sens des réalités. Il est devenu obsédé par le perfectionnisme. Il pouvait attendre des heures qu'un bon nuage apparaisse dans le cadre. Il a fait construire et reconstruire des rues entières pour qu'elles correspondent à l'époque historique. Le tournage s'éternisait et le budget gonflait à vue d'œil. Au final, il est passé de 11 à 44 millions de dollars, une somme astronomique pour l'époque. Lorsque Cimino a présenté la première version du film au studio, elle durait 5 heures et demie. Les studios étaient horrifiés. Le film a été raccourci, mais il était déjà trop tard. Les critiques l'ont démoli et les spectateurs ont boudé les salles. Les recettes au box-office n'ont atteint que 3 millions. La Porte du Paradis n'a pas seulement généré des pertes, il a purement et simplement mis en faillite le légendaire studio United Artists. Après cet épisode, les studios ont cessé d'accorder une liberté absolue aux réalisateurs. Imaginez que vous êtes à la tête de l'une des séries de jeux vidéo les plus populaires au monde. Vous décidez de passer à la vitesse supérieure en produisant un long métrage d'animation qui promet de révolutionner le genre par sa technologie. Vous y investissez 137 millions de dollars et 4 années de travail acharné. Et pourtant, votre chef-d'œuvre se solde par un échec cuisant, entraînant la fermeture de votre division cinématographique. C'est précisément le sort qui a frappé le film Final Fantasy, Les créatures de l'esprit. Square Pictures, la société à l'origine de la légendaire série Final Fantasy, a misé tout sur une seule carte, les graphismes informatiques photoréalistes. Leur ambition était de produire une animation si réaliste qu'elle serait indissociable de prises de vue réelles. Et d'un point de vue technique, ils y sont parvenus. Les personnages étaient incroyablement détaillés, leurs cheveux et leur peau semblant plus vrais que nature. En 2001, c'était une véritable prouesse technologique. Cependant, dans leur quête d'une image parfaite, les créateurs ont oublié l'essentiel, l'histoire. Le scénario s'est avéré confus, lent et trop philosophique pour le grand public. Les fans des jeux n'y retrouvaient pas leur univers préféré, et le public non initié n'y a tout simplement rien compris. Le résultat fut désastreux. Le film n'a rapporté que 85 millions de dollars au box-office, ne couvrant même pas son budget de production. Ce qui devait être une révolution technologique s'est transformé en une catastrophe financière. Il arrive que les problèmes d'un film commencent bien avant que la caméra ne se mette à tourner. Notre prochaine histoire nous emmène dans les coulisses de Sahara, un film d'aventure et d'action dont la production fut si chaotique qu'elle s'est transformée en un véritable thriller à rebondissements. Porté par Matthew McConaughey, ce long-métrage était censé lancer une franchise à la Indiana Jones. Au lieu de cela, il est devenu un véritable casse-tête pour toutes les parties prenantes. Dès le début, rien ne s'est passé comme prévu. Le scénario a été réécrit plus d'une dizaine de fois, mais les problèmes majeurs ont vraiment débuté lors du tournage au Maroc. Le budget a explosé à vue d'œil. Pour une scène, par exemple, il fallait abattre un véritable hélicoptère. Plutôt que d'utiliser une maquette bon marché, l'équipe a préféré acquérir un véritable hélicoptère désaffecté pour simuler un crash réel, une décision qui a coûté une somme rondelette. Mais le volet le plus fou de cette histoire concerne les innombrables batailles juridiques. Les producteurs ont accusé le gouvernement marocain d'avoir prétendument détourné une partie des fonds alloués. De son côté, l'auteur du roman original a intenté un procès au studio, arguant qu'on ne lui avait pas donné le contrôle suffisant sur l'adaptation de son œuvre. Ces litiges judiciaires interminables ont duré des années et englouti des millions. Au final, avec un budget colossal de 160 millions de dollars, le film a généré des pertes de plus de 100 millions pour le studio. Sahara est ainsi devenu un exemple frappant de la manière dont les guerres de coulisses et les dysfonctionnements peuvent s'aborder, même le blockbuster le plus prometteur. Même les plus grandes stars d'Hollywood ne sont pas à l'abri de cuisants échecs. Au début des années 2000, Eddie Murphy était au sommet de sa gloire, l'un des acteurs comiques les plus bankable. Tout film avec lui semblait promis au succès.
Mais c'est alors qu'est survenue Les Aventures de Pluto Nash. Ce film est un véritable cas d'école de production chaotique. Le tournage a commencé en 2000, mais le résultat fut si catastrophique que Warner Brothers l'a tout simplement mis au placard. Le film est resté dans les tiroirs pendant 2 ans. Les producteurs étaient désemparés, ne sachant que faire de ce naufrage. Des tentatives de remontage ont eu lieu, suivies de projections tests qui furent tout simplement désastreuses, les spectateurs le démolissant à l'unanimité. Finalement, résignée face à l'inévitable, la production l'a sorti en salle en août 2002, quasi sans publicité, dans l'espoir que personne ne s'en aperçoive. Mais tout le monde l'a remarqué. Les critiques l'ont unanimement qualifié de l'un des pires films de tous les temps. Les gags tombaient à plat, l'intrigue était absurde et les effets spéciaux semblaient d'un autre âge. Pour un budget de 100 millions de dollars, le film n'a engrangé que 7 millions de dollars au box-office mondial. Ce n'était pas un simple échec. C'est l'un des plus grands gouffres financiers de l'histoire du cinéma. Les pertes pour le studio se sont élevées à plus de 90 millions de dollars. Pluto Nash est resté une tache indélébile sur la carrière d'Eddie Murphy et un rappel constant que même le nom d'une superstar ne peut sauver un film manifestement raté. Dans leur quête effrénée de technologie, les studios oublient parfois l'essentiel, l'âme. La prochaine erreur que nous allons aborder est le film d'animation Disney intitulé Mars Needs Moms. Ce projet est devenu un exemple frappant de la manière dont une technologie, de pointe mais imparfaite, peut totalement ruiner un film. Le studio Image Movers Digital de Robert Zemeckis avait misé gros sur la technologie de capture de mouvement, ou motion capture. Il l'avait déjà utilisée pour Le Pôle Express et Le Drôle de Noël de Scrooge. L'idée était d'atteindre un réalisme maximal dans l'animation. Mais c'est précisément là que le piège s'est refermé. Les personnages de Mars Needs Mom se sont avérés carrément terrifiants. Leurs yeux étaient sans vie et leurs mouvements contre nature. Ils sont tombés en plein dans la vallée de l'étrange, ce phénomène où une représentation presque humaine provoque chez le spectateur un profond malaise, voire de la peur. Les enfants, le public cible du film, étaient tout simplement effrayés par ces personnages. Les parents étaient sidérés. Disney avait dépensé 150 millions de dollars pour la production, mais les spectateurs ne sont pas allés au cinéma. Les recettes mondiales ont à peine dépassé les 40 millions. Cet échec fut si retentissant que Disney a immédiatement fermé le studio Image Movers Digital. Mars Needs Moms est devenu une leçon coûteuse. La technologie doit servir l'histoire et non effrayer les enfants. Que se passe-t-il lorsqu'un studio tente de reproduire un succès, mais en changeant radicalement d'univers? On obtient The Lone Ranger. Après le succès fulgurant de la franchise Pirates des Caraïbes, les studios Disney ont cru avoir trouvé la poule aux œufs d'or. La recette semblait simple, réunir le réalisateur Gore Verbinski, le producteur Jerry Bruckheimer et bien sûr Johnny Depp dans un rôle excentrique. Sauf qu'ici, le pirate laissait place à un Amérindien. Le problème, c'est que The Lone Ranger est un western classique, un personnage issu d'anciennes émissions de radio, mais l'équipe créative a décidé de le transformer en un spectacle aussi démesuré que pirate. Le budget s'est envolé, atteignant la somme astronomique de 250 millions de dollars. Ils ont construit de véritables voies ferrées et des trains grandeur nature, uniquement pour les faire exploser de manière spectaculaire. Mais le public n'a pas adhéré. Le personnage de Johnny Depp en Amérindien Tonto rappelait trop le capitaine Jack Sparrow et manquait d'originalité. Le genre du western, lui, était en perte de vitesse depuis longtemps. Au final, malgré l'ampleur du spectacle et les effets spéciaux, le film n'a pas su captiver le public. Il a certes rapporté en salle une somme comparable à son budget, mais une fois les frais de marketing ajoutés, il a fait perdre près de 200 millions de dollars à Disney, devenant ainsi une nouvelle preuve coûteuse qu'une formule gagnante ne se copie pas toujours. Le prochain exemple de notre liste démontre une vérité simple. Même le concept le plus brillant ne fonctionnera pas sans une histoire solide pour le soutenir. Parlons du film Stealth, sorti en 2005. L'idée, à première vue, était excellente. Un chasseur ultramoderne,
équipé d'une intelligence artificielle qui échappe à tout contrôle. C'est pratiquement un Terminator dans les airs. Une recette qui semblait parfaite pour un blockbuster bourré d'adrénaline. Le studio Columbia Pictures partageait cet avis, allouant pas moins de 135 millions de dollars à la production. Cet argent a servi à créer des combats aériens spectaculaires, des effets spéciaux de pointe et des décors somptueux. Ils ont même construit une maquette grandeur nature de l'avion futuriste. Visuellement, le film était indéniablement époustouflant, mais il y avait un hic et de taille, le scénario. Il était terriblement cliché et prévisible. Les dialogues étaient plats, les personnages caricaturaux, et le déroulement de l'intrigue pouvait être deviné dès les premières minutes. Les spectateurs ont rapidement compris que derrière cette belle enveloppe se cachait un produit sans substance. Le film n'offrait rien de nouveau ni d'intéressant, au-delà de ces scènes de vol spectaculaires. En fin de compte, le public a tout simplement boudé ce film d'action. Malgré son budget colossal, Stealth n'a récolté que 76 millions de dollars au box-office mondial, devenant l'un des échecs les plus retentissants de l'année. Une leçon pour les producteurs, on ne bâtit pas un succès avec de simples effets spéciaux. La plus grande erreur d'un studio, la couardise. C'est elle qui a torpillé un film qui aurait pu devenir une nouvelle franchise fantasy grandiose. Je parle ici de La Boussole d'Or, l'adaptation cinématographique du premier tome de la série de Philip Pullman, À la croisée des mondes. Le matériau d'origine était tout simplement magnifique, un monde complexe et multidimensionnel, des thèmes philosophiques et religieux profonds, des personnages éclatants. C'était la recette parfaite pour un nouveau Seigneur des Anneaux. New Line Cinema, le studio qui avait justement donné vie au Seigneur des Anneaux, a investi 180 millions de dollars dans le projet. Le casting était impressionnant, Nicole Kidman, Daniel Craig. Visuellement, le film était époustouflant. Mais à l'approche de la première, le studio a commencé à paniquer. Les livres de Pullman contenaient une critique acerbe de la religion organisée, et les producteurs ont craint que cela ne provoque un scandale et n'aliène le public religieux aux États-Unis. Ils ont alors commis une erreur fatale. Ils ont coupé du film la fin originale, sombre et ambiguë, pourtant essentielle à toute l'histoire. Le dénouement s'est retrouvé bâclé et s'est terminé abruptement. En conséquence, le film n'a plu ni aux fans des livres, indignés par la déformation de l'intrigue, ni aux nouveaux spectateurs, qui n'ont tout simplement pas compris comment tout cela se terminait. Les recettes catastrophiques aux États-Unis ont sonné le glas d'une éventuelle suite. Ce fut un cas classique où, en cherchant à plaire à tout le monde, le studio a finalement tout perdu. Pêch. Même le super-héros le plus célèbre du monde n'est pas à l'abri d'un échec commercial. En 2006, le studio Warner Bros. A décidé de ramener triomphalement l'homme d'acier sur les écrans. Ils ont fait appel au réalisateur Bryan Singer, qui venait de relancer les X-Men avec un immense succès, et lui ont alloué un budget colossal, plus de 270 millions de dollars, marketing inclus. Le projet s'appelait Superman Returns. Singer était un grand fan des films classiques de Superman avec Christopher Reeve et a choisi d'en faire une suite directe, ignorant les épisodes précédents. Mais c'est là que résidait la principale erreur. Au lieu de moderniser le héros, le réalisateur a livré un film très nostalgique, lent et mélancolique. Dans sa version, Superman était moins un sauveur de l'humanité qu'un héros torturé qui épiait son ancienne flamme. Le film manquait étonnamment d'action pour un tel budget. Les spectateurs, déjà habitués aux dynamiques X-Men et Spider-Man, se sont tout simplement ennuyés. Le film n'a pas été un échec total. Il a rapporté près de 400 millions de dollars au box-office mondial. Mais pour un studio qui y avait investi tant d'argent et d'espoir, c'était catastrophiquement insuffisant. Superman Return n'a pas généré les profits escomptés et tous les projets de suite ont été discrètement abandonnés. Ce fut une leçon coûteuse. On ne peut pas vivre uniquement du passé, même quand il s'agit de Superman. Notre prochain film est l'exemple parfait de la façon dont un enfer de production peut s'étirer sur des années et ensevelir un projet sous le poids de ses propres problèmes. Voici Le 13e guerrier avec Antonio Banderas. À l'origine, le film s'appelait Les Mangeurs de Morts et était réalisé par John McTiernan, le metteur en scène de Piège de cristal et Predator. Pourtant,
Qu'est-ce qui aurait bien pu mal tourner? Les problèmes ont commencé dès les premières projections test. Les spectateurs ont totalement démoli le film, le qualifiant d'ennuyeux et de bien trop long. L'auteur de l'œuvre originale, le célèbre écrivain Michael Crichton, était lui aussi furieux de ce qu'il avait vu. Le studio a paniqué et a décidé de tout reprendre à zéro. Ils ont renvoyé le compositeur original et en ont engagé un nouveau. Plus important encore, ils ont écarté le réalisateur McTiernan et ont invité Crichton lui-même à superviser personnellement les reshoots. Le film a été entièrement remanié, à en devenir méconnaissable. Des arcs narratifs entiers ont été coupés, de nouveaux personnages ajoutés et le ton du récit modifié. Tout cela a entraîné des coûts supplémentaires. Le budget initial de 85 millions de dollars a finalement grimpé jusqu'à la somme incroyable de 160 millions. Le film était resté si longtemps en attente, changeant de titre et de date de sortie, que lorsqu'il est enfin arrivé dans les salles en 1999, tout le monde l'avait déjà oublié. La campagne promotionnelle fut faible et le 13e guerrier fut un échec retentissant, devenant une victime de plus de la panique du studio. Il y a des erreurs tellement flagrantes qu'on se demande comment toute une équipe de producteurs a pu les commettre. Revenons en 2019 et rappelons-nous du film musical Cats, une production qui, avant même sa sortie, était déjà devenue un mème internet et le symbole d'une utilisation désastreuse des effets spéciaux. Le réalisateur Tom Hooper, lauréat d'un Oscar, a décidé d'adapter cette comédie musicale culte de Broadway. Mais au lieu d'utiliser du maquillage ou des costumes, il a misé sur une technologie de fourrure numérique. L'idée était d'incruster une fourrure féline générée par ordinateur sur le corps des acteurs. Le résultat fut cauchemardesque, des hybrides hommes-chats terrifiants, à l'apparence contre nature et effrayante. Ils sont retombés, une fois de plus, dans la fameuse vallée dérangeante. Quand le premier trailer est sorti, Internet a explosé de rire et d'horreur. Mais Universal avait déjà investi près de 100 millions de dollars et il n'y avait plus de marche arrière possible. Le film est sorti en salle et a fait un flop monumental. Mais ce qui s'est passé après la première est encore plus dingue. Le studio a admis que les effets spéciaux n'étaient pas terminés et a envoyé en urgence dans les cinémas une version mise à jour du film avec des graphismes améliorés, du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Mais cela n'a pas suffi. Cats est restée l'une des catastrophes les plus retentissantes et absurdes de ces dernières années. Penchons-nous sur une erreur, le fruit de la panique, de la peur et de l'ingérence des studios. La Justice League de 2017 est un exemple frappant de la manière dont un film presque achevé peut être complètement dénaturé, voire saboté, dans une tentative désespérée d'imiter la concurrence. Initialement, le film était réalisé par Zack Snyder, le cerveau derrière Man of Steel et Batman v Superman. Il avait conçu une histoire sombre, épique et d'une grande cohérence. Cependant, suite à une tragédie personnelle, Snyder a dû quitter le projet en pleine phase de post-production. C'est alors que Warner Bros., terrifiée par les critiques mitigées de ses précédents films et envieuse du succès éclatant des productions Marvel, plus légères et joyeuses, a décidé de tout bouleverser. Ils ont engagé Joss Whedon, le réalisateur des Avengers, avec pour mission de rendre le film plus aérien et plus drôle. Des reshoots massifs ont été lancés, engloutissant près de 25 millions de dollars. Le scénario a été réécrit, truffé de blagues souvent malvenues, et des arcs narratifs entiers ont été purement et simplement coupés. Mais le comble de l'absurdité a été la moustache de Henry Cavill. L'acteur était alors en plein tournage de Mission Impossible et contraint par son contrat, il ne pouvait absolument pas la raser. Le studio a donc été contraint de recourir à l'infographie pour effacer numériquement la moustache dans chaque scène où apparaissait Superman. Le résultat fut catastrophique et a donné naissance à une avalanche de mèmes. Finalement, ce qui est sorti en salle fut un véritable monstre de Frankenstein, un assemblage bancal de deux films radicalement différents. Il n'a convaincu ni les critiques ni les fans et a lamentablement échoué au box-office, causant d'énormes pertes financières aux studios. Parfois, l'erreur ne réside ni dans la production ni dans le marketing, mais dans une décision fondamentale dictée par la pure cupidité. C'est précisément ce qui s'est produit avec Le Hobbit.
Lorsque Peter Jackson s'est attaqué à l'adaptation de ce petit livre pour enfants de J.R.R. Tolkien, tout le monde s'attendait à 1 voire 2 films au grand maximum. Mais le studio Warner Bros., grisé par les milliards de dollars générés par Le Seigneur des Anneaux, a flairé l'opportunité d'exploiter la franchise au maximum. La décision fut prise, découper un seul livre en 3 longs métrages. Cette décision a eu des conséquences créatives désastreuses. Pour étirer une histoire simple sur 9 heures de temps d'écran, les scénaristes ont dû inventer de nouvelles intrigues, introduire des personnages absents du livre et gonfler chaque scène à des proportions démesurées. L'histoire a perdu de sa légèreté et de son charme, se transformant en un spectacle interminable et saturé d'effets spéciaux. D'un point de vue financier, l'opération a payé. La trilogie a rapporté près de 3 milliards de dollars. Mais à quel prix ? Le budget de production des 3 films a gonflé pour atteindre la somme colossale de 745 millions de dollars. C'est l'une des trilogies cinématographiques les plus chères de l'histoire. Et bien que formellement ce ne soit pas un échec commercial, de nombreux fans et critiques considèrent cette décision comme une immense erreur créative qui a sacrifié l'âme de l'histoire au profit de bénéfices supplémentaires. Et c'est là que se produit le fameux twist hollywoodien. La Porte du Paradis de Michael Cimino, dont nous avons parlé, est devenue le symbole même de la façon dont l'ambition d'un réalisateur peut anéantir un studio. Ce fut un désastre absolu qui a changé les règles du jeu à Hollywood, forçant les producteurs à un contrôle bien plus strict sur les créateurs. Et que dire de Titanic ? Ce film, que tout le monde pensait voué à l'échec, est sorti et a pulvérisé tous les records, devenant à l'époque le film le plus rentable de l'histoire et remportant 11 Oscars. James Cameron a prouvé qu'un risque colossal peut parfois mener à un triomphe colossal. Ces 2 films sont les 2 faces d'une même pièce. L'un montre comment une erreur à plusieurs centaines de millions de dollars peut sonner le glas, et l'autre, comment la même prise de risque peut marquer un début légendaire. Comme vous le voyez, le monde du grand cinéma est un véritable champ de mines, où chaque pas peut mener soit à un succès incroyable, soit à un gouffre financier. Des sommes colossales ne garantissent pas l'amour du public, et parfois l'idée la plus bancale sur le papier devient un succès intemporel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce coup d'œil dans les coulisses d'Hollywood, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces films considérés comme des échecs jugez-vous en fait comme excellents ? Ou peut-être ai-je oublié de mentionner un autre désastre cinématographique retentissant ? Partagez votre avis en commentaire, je serai ravi de vous lire. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie, il faut savoir que le budget d'un film, ce n'est pas seulement le tournage, c'est aussi le marketing, qui coûte parfois autant, voire plus, que la production elle-même,